السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أواصل قراءة هذا الكتاب بعنوان في ديكول نتاع فرانسوا دوبي. الكتاب الذي يندرج ضمن ما يعرف بسوسيولوجيا التربية. Chapitre 6. Les épreuves du collège unique. Souvent qualifié de maillon faible du système dans les années 1980, le collège s'appréhende aujourd'hui à travers ces épreuves. En effet, rien n'indique que le collège fonctionne plus mal que l'école élémentaire, le lycée, l'enseignement professionnel ou l'université. Les inégalités produites ne sont pas plus fortes qu'ailleurs. Le niveau n'y est pas plus faible et en dépit des collèges exceptionnellement difficiles, on travaille normalement dans la plupart des établissements. Le collège n'est ni le génocide dénoncé par les antipédagogues, ni le coupe-gorge des livres à succès de la rentrée. Ensuite, l'image du maillon faible est probablement une conséquence indirecte de l'accumulation des connaissances produites sur le collège, notamment par la sociologie qui désenchante le monde et on critique souvent le désenchantement. On a longtemps pensé que tous les collèges étaient identiques tant que l'on n'étudiait pas leurs différences. On a longtemps cru que les inégalités scolaires n'étaient que le produit mécanique des inégalités sociales tant que l'on ne suivait pas des cohortes scolarisées dans des contextes différents. On a longtemps considéré que les programmes affichés étaient les programmes assimilés tant que l'on ne mesurait pas les connaissances des élèves. On a longtemps imaginé que les problèmes des élèves n'étaient que des problèmes sociaux et non des problèmes scolaires. Depuis que les chercheurs s'intéressent au collège, celui-ci a perdu son innocence et pour le moins, les doutes sont plus solides que les certitudes. Il reste vrai que le collège, tel qu'il s'est mis en place depuis une trentaine d'années, est enfermé dans une série d'épreuves et de dilemmes. Ces derniers découlent de la confrontation d'un principe démocratique, celui de la scolarité commune dans un collège unique, et d'un principe méritocratique, celui de la sélection des talents. En ce sens, le collège est au centre du cyclone né de la rencontre d'une société démocratique qui en appelle à l'égalité fondamentale de tous les individus ayant le droit de réussir avec une société capitaliste où la sélection des meilleurs est imposée par la division du travail. Le collège unique, mis en œuvre par René Haby en 1975, est à la fois l'école de tous et l'école du mérite. Il doit gérer une contradiction qui n'est nulle part aussi aiguë que dans ses murs. Elle est simultanément l'héritier de l'école élémentaire et l'héritier du lycée bourgeois. En ce sens, la naissance du collège unique est un peu monstrueuse car elle n'a pas véritablement tranché entre deux vocations contrastées, celle de l'école moyenne et celle de l'école d'élite. Le public en est celui de l'école commune, le style pédagogique en est celui de l'école d'élite. Tout au long des années 1980, cette tension a été atténuée par le maintien d'une orientation plus ou moins explicite à la fin de la classe de 5e et beaucoup ne seraient pas fâchés d'y revenir. En attendant, aujourd'hui, il n'est guère possible d'éviter l'épreuve majeure consistant à accueillir tous les élèves dans la même école et les orienter au terme de 4 années de scolarisation commune. École de tous dans laquelle se hiérarchisent des mérites et se préparent des carrières différentes. Le collège unique est dans un état d'équilibre instable qui se décline en une série d'épreuves s'apparentant parfois à une suite de doubles bains
de dilemmes dans lesquels les acteurs ne peuvent choisir sans trahir une part de leur vocation et de leurs idéaux. Plus que les autres niveaux du système scolaire, le collège est le champ de bataille de la guerre des dieux opposant deux principes fondamentaux dans une suite de formules et de déclinaisons qui définissent la nature sociologique de ce niveau d'enseignement. Une épreuve de justice. La sociologie du collège nous apprend que les lois de la reproduction y jouent là comme ailleurs. En général, les élèves les mieux nés y réussissent mieux que les autres. Autrement dit, l'inégalité de la demande crée l'inégalité des résultats et des performances jusqu'à là. Tout va bien et paradoxalement, l'école peut garder sa candeur puisque n'est pas responsable des inégalités qu'elle ne fait qu'enregistrer. L'égalité supposée de l'offre scolaire garantissant le maintien des principes fondateur de l'école républicaine, le collège reste juste dans un monde injuste. Paradoxalement, plus le collège unique s'est installé, plus l'égalité formelle est devenue une égalité réelle de l'offre, et plus l'école a été mise en cause. Plus la recherche de l'équité a fait douter de l'égalité. Cela se manifeste dans l'observation des carrières des élèves, indiquant que le collège est loin de privilégier le seul mérite. Non seulement l'effet Pygmalion, les attentes des enseignants n'avantagent pas les moyens favorisés en dépit des intentions et des sentiments affichés, mais surtout les différenciations des filières et de spécialités conduisent à accentuer les écarts en regroupant les élèves qui se ressemblent. Depuis que l'on compare les établissements, on sait qu'ils sont extrêmement différents et que derrière l'unité des programmes, des règles et des statuts des collèges chics et les collèges difficiles ne se construisent pas la même offre scolaire. Si nous ne sommes pas certains que le regroupement des meilleurs élèves les favorise, nous sommes sûrs en revanche que le regroupement des plus faibles freine considérablement leur progression, que ce soit au niveau des classes ou à celui des établissements. Ces observations invitent à considérer les pratiques éducatives sous un angle éthique et politique. Quelles sont, quelles sont, quelles sont les pratiques efficaces, celles qui font progresser les élèves, et quelles sont les pratiques équitables, celles qui font progresser tous les élèves et qui ne creusent pas les écarts? Dans la plupart des cas, les réponses sont si nuancées qu'elles n'effacent pas le dilemme dans une formule générale et miraculeuse, combinant efficacité et équité. Les ZEP n'améliorent guère l'efficacité, même si l'on peut penser qu'elles accroissent le bien-être des élèves et qu'elles freinent la dérive des établissements les plus difficiles. La notation elle-même se présente comme une épreuve de justice quotidienne, car elle doit combiner le jugement objectif sur les productions des élèves et tenir compte de leur progression et de leur bonne volonté. La constitution des classes et leur niveau se présentent comme une activité décisive de gestion de l'égalité et du mérite, car les intérêts des élèves et ceux des enseignants ne sont pas forcément compatibles. Les premiers bénéficient de l'hétérogénéité des classes, surtout les plus faibles, alors que les seconds trouvent dans les classes homogènes des conditions de travail plus faciles. En définitive, les acteurs du collège ne peuvent ignorer que dans leur pratique les plus fines, ils arbitrent entre l'égalité de tous et la reconnaissance du mérite et des talents de chacun, alors que l'école républicaine semblait avoir réglé ce problème une fois pour toutes grâce à la sélection en amont du collège, grâce à la croyance dans la répartition naturelle des dons et des aspirations. Le collège unique crée ses propres stratégies et se vend sans le savoir ses propres politiques au sein de conditions qu'il ne contrôle pas, mais
qu'il interprète et qu'il gère de façon particulière. Le collège unique nous a appris qu'il ne suffisait pas de proposer une offre scolaire égalitaire et homogène, ce qui est d'ailleurs loin d'être le cas aujourd'hui, pour produire une offre équitable. Et c'est là la grande déception engendrée par la massification scolaire. L'injustice longtemps attribuée au système se niche en réalité dans les pratiques pédagogiques les plus courantes. Dès lors, on comprend la fatigue des enseignants et leur nostalgie d'un temps où l'école se croyait préserver des injustices du monde, d'un temps où la justice scolaire pouvait s'opposer à l'injustice sociale. Une, une épreuve culturelle. Le collège unique est né du projet de l'ambition d'offrir à tout ce que l'école française pouvait donner de meilleur, la culture du lycée et de l'excellence. Ce choix est fondamental, car non seulement il annonçait le triomphe des professeurs de lycée sur les instituteurs, mais surtout il généralisait une norme scolaire et pédagogique jusqu'à là réservée à l'élite scolaire et sociale des lycées d'enseignement général. En se substituant aux 4 premières années du lycée, le collège voyait ses programmes et ses méthodes commandées par l'aval, le lycée et le baccalauréat. Cet idéal de grande culture s'est rapidement heurté à l'hétérogénéité des élèves, trop faible pour y satisfaire. Et ceux-ci ont d'abord été orientés dès la fin de la cinquième. En outre, l'emprise de cette norme scolaire a immédiatement conduit vers un système d'orientation par l'échec puisque se retrouvent fatalement dans l'enseignement technique et professionnel ceux qui ne peuvent satisfaire au modèle scolaire défini par le lycée. Cette situation a longtemps donné lieu à des affrontements corporatistes entre les professeurs et les instituteurs, entre le syndicat national des enseignements de second degré et le syndicat national des instituteurs. Aujourd'hui, elle occupe la scène des querelles opposant les défenseurs de la grande culture et du niveau, d'une part, à ceux qui s'attachent à la culture commune, de l'autre, culture destinée à tous les élèves, y compris les plus faibles. Ces débats ne sont pas de simple rhétorique médiatique, comme l'indiquent les études consacrées au curricula. Non seulement les disciplines doivent faire des choix, n'étant ni extensibles à l'infini ni indifférentes aux mutations scientifiques et culturelles, mais elles doivent sans cesse s'adapter aux possibilités et aux demandes des élèves. Contrairement aux stéréotypes dénonçant les blocages du système, les programmes ne sont ni figés ni écrasants et à l'aune des 2 dernières décennies, la plupart d'entre eux ont subi des inflexions sensibles. Pour autant, il ne semble pas qu'un point d'équilibre ait été trouvé et que la vocation culturelle du collège soit nettement affirmée. On hésite toujours entre la recherche d'une culture commune, accessible à tous, préparant tous les élèves à leur formation ultérieure et armant tous les citoyens, et la réalisation d'un idéal scolaire défini par l'aval du lycée. En ce sens, toutes les disciplines paraissent déstabilisées, et cela d'autant plus que l'on observe de près les pratiques pédagogiques. L'enseignement du français aussi, par exemple, entre l'apprentissage de la langue usuelle et celui des lettres, tel qu'il s'impose au lycée. Celui de l'histoire et de la géographie est pris dans le même balancement. Soit il construit des connaissances disciplinaires, soit il est le support d'une éducation civique et d'une ouverture au monde réel, à l'univers local, à l'Europe et aux cultures étrangères. La technologie n'échappe pas à ces incertitudes. Elle peut être définie comme une réalisation pratique ou comme la mise en œuvre de connaissances scientifiques théoriques. En outre, l'école est confrontée à la culture des médias et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dont l'utilisation est des plus variées.
elles peuvent être ignorées et rejetées. C'est de moins en moins le cas, être conçu comme un enseignement spécifique ou bien encore être intégré dans l'enseignement ordinaire. Dans tous les cas, le dilemme opposant la grande culture à la culture commune est arbitré par les établissements et par chaque enseignant en fonction des demandes et des capacités des publics et des inclinations de chacun. Si l'on choisit la culture commune, le collège consiste sa propre fin. En revanche, si l'on opte pour la grande culture, le bac général devient son horizon. 30 ans après sa création, le collège unique n'a pas véritablement affirmé sa vocation culturelle et son style pédagogique, ce qui pourrait paraître clair et tranché dans les objectifs et les injonctions affichées, n'est jamais aussi net dans les choix et pratiques pédagogiques. Les tensions entre l'idéal scolaire et élitiste, ancrées dans la formation des professeurs fortement identifiés à leur discipline, et la réalité protiforme des élèves tels qu'ils sont ont engendré la multiplication des innovations pédagogiques, des mesures de soutien et des projets. Dans les faits, la plupart des initiatives consistent à alléger les effectifs et à proposer des enseignements supplémentaires. Quant aux mesures plus originales, elles aussi entre le renforcement des savoirs et la socialisation des plus faibles. Toutes ces initiatives et ces inventions ne sont pas pour autant des jeux vains. Elles attestent la mobilisation des équipes pédagogiques et leur acharnement à surmonter les épreuves du collège. Bien souvent aussi, elles permettent de raccrocher les élèves les plus faibles et les plus fugaces et jouent certainement par là un rôle civique. Mais si elles réduisent l'épreuve culturelle du collège, elles ne la surmontent pas pour autant et entraînent le risque d'épuiser les équipes pédagogiques qui courent d'un projet à l'autre. Une épreuve politique. Longtemps, l'école républicaine a aimé se vivre comme une institution sanctuarisée, ne rendant de compte qu'à elle-même et ne se soumettant qu'à qu'à un état central identifié à l'universel de la science, de la culture et à l'unité de la nation. Bien sûr, il y avait, loin de cette représentation, à la réalité, et les écoles primaires supérieures ont su construire des compromis locaux euh, bien plus divers qu'on ne le croit souvent. Il n'empêche que le monde de l'école républicaine s'est longtemps perçu comme abrité des demandes sociales. Ni l'économie, ni les familles, ni les élus locaux ne pouvaient intervenir véritablement dans un jeu régulé par des normes centrales aussi intangibles que lointaines. La découverte de la diversité du système, la décentralisation et la déconcentration de l'État, la pression des familles, moins soumises et plus sollicitées, ont considérablement affaibli cette représentation du sanctuaire scolaire. La régulation par les normes glisse insensiblement vers une régulation par la demande et certains dénoncent déjà l'emprise d'un modèle libéral dont nous sommes pourtant bien éloignés, sauf à voir le diable libéral se cacher derrière toute prise en compte de l'environnement. Cependant, le collège ne peut plus externaliser toutes les contraintes et il entre peu à peu dans le monde social. L'appel à l'autonomie des établissements ne signifie pas autre chose que l'installation des collèges entre régulation centrale et ajustements locaux. Il faut rappeler que cette alternative s'impose d'autant plus que l'ouverture du collège à tous a entraîné l'apparition des problèmes sociaux dans les murs de l'école, puisque les élèves les plus difficiles ne peuvent plus en être écartés.
Les représentants des parents et des conseils généraux siègent dans les conseils d'administration et des établissements et même qu'ils n'ont pas réellement dès lors l'appel et qu'ils n'ont même s'ils n'ont pas réellement de pouvoir. Ils ont au moins celui de s'exprimer sur la politique de l'établissement et d'interférer dans la chaîne traditionnelle, relayant les principaux au ministre par le biais des inspecteurs d'académie. Entre la soumission aux demandes locales et le respect d'une règle centrale, la marge d'action reste fort étroite si l'on compare l'école française à d'autres. En revanche, la tendance à l'ouverture est claire, les intervenants extérieurs se sont multipliés, le talent et l'entre-gens des principaux font la différence, comme le dynamisme, la richesse et l'intérêt des conseils généraux. En fait, si les murs du collège ne sont pas tombés et se sont ébréchés, on peut parfois craindre que certains collèges se perdent dans la myriade des politiques locales et nationales qui visent à en faire les rouages des dispositifs sociaux. Progressivement, la distance entre les politiques centrales et les pratiques locales conduisent les collèges à se mouler dans le marché scolaire, cherchant à accueillir les meilleurs publics par le jeu de dérogations à la carte scolaire ou bien à éviter la fuite des bons élèves quand ils sont dans une situation plus difficile. Les collèges sont parfois conduits à accentuer les inégalités sociales déjà inscrites dans la carte scolaire. Les collèges les moins favorisés sont fuis par les meilleurs de leurs élèves, pendant que les plus favorisés finissent par choisir une part de leur public. Dès lors, une sorte de piège se referme. Maintenir la carte scolaire, c'est jouer contre les plus pauvres. L'abolir, c'est prendre le risque d'accroître la ségrégation scolaire. Dans tous les cas, le pire est de rester dans une hypocrisie, finissant par casser totalement l'unité du collège unique. Rappelons d'ailleurs que les enquêtes internationales PISA montrent qu'en dépit de l'unité formelle du système scolaire français, la France est un des pays dans lesquels les différences entre établissements sont un facteur important de creusement des inégalités scolaires. Une épreuve civique. Avec l'entrée de toute une classe d'âge, le collège est obligé de combiner une fonction pédagogique traditionnelle avec une fonction d'éducation et de socialisation puisqu'il ne peut ténurer ni l'adolescence ni les problèmes sociaux dont la violence est la manifestation la plus spectaculaire. Là encore, certains rêvent de retrouver la paix dans temps en réinstaurant la sélection à l'entrée en sixième ou à la fin de la cinquième, tandis que d'autres pensent que le collège doit accomplir pleinement sa fonction de socialisation avec tous les élèves. Ici, le collège est confronté à un nouveau dilemme. Doit-il rester un simple lieu d'enseignement ou doit-il également socialiser une classe d'âge qui ne trouve plus toujours, ni dans la famille, ni dans le travail, les bases de cette socialisation? Quelles que soient les réponses apportées à cette question, il semble clair que le modèle institutionnel de l'école ne fonctionne plus aussi aisément qu'autrefois, au temps où la sélection en amont du collège garantissait grossièrement les accords et les connivences entre les maîtres et les élèves. Les élèves issus des classes populaires attendent beaucoup de l'école, mais ils ne sont pas toujours disposés à en jouer le jeu. À leurs yeux, la culture et l'autorité scolaire ne s'appuient plus sur une légitimité indiscutable et traditionnelle, allant de soi. Ces élèves disposent d'une autonomie adolescente que l'école a du mal à leur reconnaître dans une tradition française qui avait radicalement séparé l'instruction et l'éducation, c'est-à-dire dans un modèle scolaire qui ne reconnaissait que des élèves et non des adolescents ou des jeunes
Enfin, ces élèves souhaitent aussi que leur diplôme leur soit utile et ne leur permette pas seulement de prolonger leurs études vers un avenir incertain ou trop certain. Même s'il nous est pas facile de l'admettre, les jeunes issus de l'immigration cristallisent l'ensemble de ces problèmes. Et l'on peut observer une certaine ethnicisation des relations scolaires entre reconnaissance positive des différences culturelles et ségrégation ethnique de fait, appliquée aux établissements et aux élèves. Le qualificatif difficile est devenu la manière politiquement correcte de dire immigré. Dès lors, l'appel L'appel aux valeurs universalistes et objectives de la culture et de la science ne se fait pas à fonder l'éducation quand les élèves demandent à être reconnus et intégrés dans l'école, alors même que cette dernière les classe, les hiérarchise et les exclut. Non seulement la tension entre les cultures sociales et juvéniles d'une part et la culture scolaire d'autre part s'est aiguisée, mais l'école est directement confrontée au problème du respect des individus, de la discipline, des droits et des devoirs de chacun. Bien que la violence des collégiens soit largement externe à l'école, elle est aussi engendrée par un système scolaire qui intègre et relègue une part des élèves dans le même mouvement. Bon gré, mal gré, les collèges construisent des politiques éducatives et civiques à travers des projets d'établissement, des chartes, des activités périscolaires qui rangent petit à petit la seule fonction d'enseignement. Alors que certains établissements d'élite semblent revenir à la tradition, d'autres s'ouvrent de plus en plus vers des activités sociales et semblent subordonner l'enseignement à l'éducation. Mais, mais là encore, les arbitrages sont délégués aux acteurs locaux, aux talents et aux convictions de chacun. Cette épreuve civique n'ayant jamais été ni totalement refusée ni totalement affirmée, pour le dire autrement, si l'on reconnaît que l'élève est aussi un sujet défini par autre chose que par ses conduites strictement scolaires, quelle place doit-on lui accorder dans une école qui ne peut plus fonctionner sur le modèle institutionnel à élaborer voilà plus d'un siècle? Au moment où l'on peut craindre que les diverses communautés s'affirment et se referment sur elles-mêmes, que les classes sociales s'éloignent progressivement dans l'espace et donc que la culture des médias devienne la seule culture commune à l'école, on ne peut pas hésiter trop longuement sur la fonction éducative et civique du collège. Évidemment, tout choix en la matière est difficile car il exige une autre définition du métier d'enseignant et des équipes éducatives, et on admettra aisément que cette inflexion ne peut être seulement déléguée aux acteurs, à leur bonne volonté ou à leur héroïsme. Une épreuve professionnelle. Toutes les épreuves du collège finissent par se concentrer dans la définition même du rôle et de l'identité des enseignants. Leur type de recrutement et de formation construit une forte identification à la discipline, à la défense de son niveau, de sa place et de son rang. En dépit des efforts accomplis dans les EUFM, cette identité commande l'entrée des enseignants dans la carrière. Bien sûr, le tableau est plus complexe. Le corps enseignant est une mosaïque composée de disciplines, de générations ou de philosophie. Quand ces identités rencontrent les élèves des collèges, et sachant que les plus jeunes des enseignants héritent des élèves les moins faciles, les professeurs vivent une véritable épreuve de conversion. Ils doivent adapter leurs ambitions à celles des élèves et faire le deuil de bien des connaissances acquises dans la préparation des concours. À terme, les professeurs découvrent qu'ils sont obligés de s'engager dans leur travail et de gérer les mille difficultés de la discipline et de l'hétérogénéité des élèves, du travail en équipe, etc. Ils sont confrontés à une mutation de leur identité et à un élargissement de leur rôle
quand ils n'ont plus affaire aux élèves idéaux auxquels leur formation est destinée. Face à cette épreuve extrêmement lourde et difficile, deux grandes tendances se dessinent. La première est celle de la sauvegarde de la pratique traditionnelle du métier au prix d'une division croissante du travail éducatif. La classe est maintenue dans sa forme canonique et toutes les activités périphériques sont déléguées à d'autres. Les aides éducateurs se chargent des activités périscolaires, les conseillers d'éducation et les surveillants se consacrent à la discipline, les travailleurs sociaux et les militants s'engagent dans le soutien scolaire, le principal, ses adjoints et des médiateurs rencontrent les parents, les assistantes sociales s'occupent des problèmes sociaux et les conseillers d'orientation psychologues prennent en charge les projets des élèves et leurs problèmes. Au fil des années, les dispositifs connexes à l'enseignement se sont multipliés grâce à l'intervention de nouveaux professionnels dont le travail consiste à permettre aux professeurs d'enseigner comme ils pensent devoir le faire, en refusant d'être des psychologues et des travailleurs sociaux, et parfois même des pédagogues, comme le proclament quelques-unes de leurs associations. À l'heure où le monde de la production s'éloigne de l'organisation scientifique du travail et de la segmentation infinie des tâches, on observe une tendance revendiquée par les organisations syndicales les plus représentatives au développement des spécialités et de la division du travail éducatif. S'agit-il seulement d'une rationalisation? On peut en douter. Cet imitement du travail éducatif visant à maintenir le noyau dur du métier a aussi pour effet de diluer la responsabilité éducative. Il existe une seconde tendance opposée à la précédente, inclinant vers l'élargissement du rôle professionnel. Le travail en équipe s'est accru et amplifié en fonction des classes, des disciplines ou des niveaux, et le professeur cesse d'être totalement seul dans sa classe. Les activités périscolaires, projets, clubs, sorties, spectacles sont prises en charge par des enseignants. Il arrive aussi que les principaux mobilisent les professeurs ou une partie d'entre eux autour d'un projet d'établissement impliquant les élèves, les parents et d'autres partenaires. Au bout du compte, il n'est plus possible de définir le métier d'enseignant par la seule activité dans la classe. Le risque est alors de voir l'école se dissoudre dans son environnement et dans la multitude de ses actions. Dans les faits, les deux tendances se conjuguent. Bien des collèges voient s'opposer un groupe actif et innovateur à un groupe plus raide et plus traditionnel, mais il n'est pas possible d'opposer frontalement les modernes aux anciens, les jeunes aux vieux, car les alchimies locales dépendent d'un grand nombre de facteurs souvent aléatoires comme les hasards du recrutement des professeurs ou la personnalité du principal et des membres de son équipe. Elles dépendent aussi du contexte et du poids des contraintes. Les établissements les moins favorisés optent à la fois pour l'élargissement du rôle professionnel et pour la multiplication des intervenants, alors que les établissements privilégiés choisissent plus volontiers la défense du modèle traditionnel revendiqué par les familles et auquel les élèves se plient plus aisément. Des épreuves déléguées aux acteurs. L'hétérogénéité des collèges et leurs difficultés ne sont pas seulement le produit de l'ensemble des épreuves qu'ils affrontent, elles résultent aussi du fait qu'aucun choix politique central ne vient trancher cette question. Plus encore, l'histoire récente du collège est celle du non-choix et du renforcement des injonctions contradictoires. Il serait facile d'en multiplier la liste, accueillir tous les élèves et sélectionner les meilleurs, donner à tous la même formation et préparer les élèves au lycée d'enseignement général, s'ouvrir sur l'environnement, être autonome tout en restant un ruage de l'unité républicaine, ne pas renoncer à la seule instruction et socialiser tous les élèves.
changer le métier, mais défendre ses traditions et les disciplines. Si le collège n'est pas le maillon faible du système, il en est la partie plus contradictoire. La partie plus contradictoire. Cette absence de choix est facilitée par le fait que la plupart des acteurs concernés adhèrent à l'incohérence des épreuves qui leur sont imposées. Loin des querelles théologiques, médiatiques, ils veulent à la fois l'égalité et le mérite, la grande culture et la culture commune, l'autonomie et la règle nationale, l'éducation et l'instruction, l'indépendance professionnelle et le travail en équipe. Sur un registre positif, la gestion des contradictoires du collège à la base procure certaine liberté et donne une marge d'initiative aux individus. Puisqu'ils ne peuvent pas suivre totalement la règle formelle trop ambiguë, ambiguë et trop ambitieuse, ils sont obligés d'inventer leurs propres règles et leurs propres modes d'ajustement et dans bien des cas, ils en tirent de fortes satisfactions. Mais sur un registre plus négatif, l'intériorisation des épreuves du collège par les acteurs engendre des tensions internes considérables, parfois même des tensions vécues comme des problèmes de personnalité. Elle laisse les acteurs désorientés, elle insinue un sentiment d'échec pesant parce qu'il n'est pas possible de gagner sur tous les tableaux, prive les individus des certitudes et des supports de l'institution. Aussi bien des enseignants se sont abandonnés par le politique et par l'État et réclament un accroissement infini des moyens, faute de déceler une orientation politique cohérente. Les replis les plus défensifs, comme les aventures pédagogiques les plus incertaines, sont alors possibles. De ce point de vue, les fameux collèges difficiles ne sont que la face émergée d'un iceberg et l'ennui et le désintérêt des élèves sont peut-être des symptômes plus inquiétants que la violence, qui, qui a au moins le mérite d'appeler des réponses et des efforts collectifs. Le fait que le collège unique ne soit défini que, que par défaut, il n'est ni le lycée ni l'école élémentaire, ou par excès, il doit être simultanément le lycée et l'école élémentaire, provoque une réelle dérégulation du système scolaire. Des fonctions essentielles sont remplies par la bande et à la périphérie, les individus s'épuisent dans des projets rituels ou jamais évalués et dans des projets qui n'atteignent pas le noyau dur de la classe. On aurait certainement tort d'imputer aux acteurs la responsabilité de cette situation, puisque si le collège unique tient au-delà de ces épreuves, c'est sans doute grâce à eux. Un esprit scientifique positif trouvera là matière à se satisfaire et dira que si le collège fonctionne ainsi, que si le collège fonctionne ainsi, c'est qu'il ne peut en être autrement. Éventuellement, il s'émerveillera devant la créativité des enseignants et des équipes pédagogiques sans voir que le collège s'enfonce dans ses difficultés. Tout s'est passé comme si les responsables politiques et syndicaux avaient rêvé de transformer l'école républicaine en école démocratique de masse sans en changer la nature, comme si l'on pouvait installer l'école obligatoire jusqu'à 16 ans dans la peau des anciens premiers cycles de lycée, et cela sans même évoquer les transformations de l'ensemble des publics scolaires. Le collège souffre certainement des difficultés de l'ensemble d'une société. Il souffre peut-être de l'absence de moyens, mais il souffre surtout de l'absence de politique. Pourquoi une telle impuissance dans une société, la France où l'État est le maître du jeu, où le politique semble tout puissant? On évoquera certainement le poids d'un imaginaire scolaire qui ne parvient pas à se défaire de la nostalgie d'un âge d'or, à jamais perdu. On évoquera peut-être l'emprise des corporatismes qui font que l'éducation nationale ne discute en fait qu'avec elle-même et renonce à troubler l'équilibre fragile du jeu de Mikado dans lequel chaque fraction
professionnel craint de perdre sa position et son influence. Mais nous ne devons pas en rester là. Les ambiguïtés et les difficultés du collège unique sans hypocrisie même ne sont pas défavorables à toutes les catégories sociales et l'on imagine aisément que ceux qui en bénéficient ne sont pas favorables à un arbitrage en faveur du collège unique. Ils sont d'autant mieux entendus que les groupes sociaux qui pâtissent de ces difficultés ne sont certainement pas les mieux armés pour défendre leurs intérêts. N'ayant souvent pas réussi à l'école, ils ne se sentent pas le droit d'en parler et surtout parce qu'ils n'ont pas l'aura du succès scolaire et n'ont guère de chance d'être entendus. Derrière les épreuves du collège unique se tient toujours la vieille lutte des classes. إلى هنا أصل إلى نهاية هذه الحلقة. إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل مع le chapitre 7 Quelle laïcité dans l'école. Voilà. Assalamu alaikum.